Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au magazine économique, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole, le 100.1 FM, et le dimanche soir 7h sur Télémétropole. Comme vous savez, cette émission est disponible sur YouTube quand vous voulez. On va continuer avec série A, démographie, recensement qu'on va faire en 2019 là, mais il est capable de traverser pour 2020. Et chaque fois nous prenons un thème, c'est la 5e émission. Nous commençons d'abord avec la santé, nous faisons l'éducation, l'agriculture, aménagement du territoire. Je crois que c'est très important pour nous rester dans l'espace là. Nous allons parler des infrastructures aujourd'hui. Pour le faire, nous avons deux architectes avec nous. Une dame qui habite dans le cas déjà, Janine Millet, et l'architecte Lescaut, Georges Lescaut. Merci pour l'invitation, Georges. Janine, vous nous habituez avec nous. Merci et bonsoir à Georges et aux auditeurs et téléspectateurs de Radio Métropole. Georges. Bonsoir Oro, bonsoir Minou. Bien content vous mettez situation comme ça. Et bonsoir aux téléspectateurs. Très bien. Et j'aime dire, le pays n'a pas fait recensement depuis 2003. Nous avons besoin de quantité de monde dans le pays. Nous décidons de faire un ensemble d'émissions pour nous poser problème démographique là. On est capable de croître 1,5 à 1,9% chaque année, il y a plus pour nous sur cet espace-là. Pour nous faire transition, la dernière émission que nous avons fait, c'est avec deux architectes, mais urbanistes, qui ont parlé de problèmes qui gagnent au niveau démographique. Bon, si nous avons grandi, nous avons besoin de plus d'infrastructures, les routes. Et comme ingénieur, c'est pour porter de l'eau à venir, c'est pour porter l'électricité, tout ça, c'est ce monde-là. C'est ça qui m'invite pour nous garder un petit peu l'aspect infrastructure. Mais nous avons commencé à voir, puisque nous connaissons, au fond, travail déjà dans Pétionville à travers CUSM. Pour qui sont recensement important, nous avons fait un dernier travail dans Pétionville, à qui rythme que la pointe, comment vous trouvez que l'infrastructure n'a construit dans le pays par rapport à la demande qui existait? Bon, j'ai regardé l'émission côté fait avec particulièrement urbanistes, géographes, qui était très intéressant d'ailleurs. Et un recensement, c'est un inventaire des ressources de la population, des ressources naturelles, des ressources économiques. Et je pensais que depuis 2009... 2003, c'est le dernier fait. 2003, yep. Exactement. Depuis 2003, pas vraiment un recensement. Donc, nous travaillons avec des projections. Et je crois que IHSIT fait des estimations en 2009 et en 2012. Mais nous n'avons pas vraiment une réponse exacte sur accroissement de population, sur mouvement de population, sur activité, sur l'âge mounio. Donc, nous avons un paquet d'informations que nous avons besoin. Et si je prends le cas Pétionville et CUSM, nous confrontons le même problème. Et nous toujours poser nos questions. Comment mairie pour faire face à problème s'il pas des données qui fiables qui pour dire combien de monde est là, combien de monde que nous allons gagner et à quel rythme que la croissance a fait, qui ça pour y projeter parce qu'il s'agit de faire la ville du futur, pas la ville du passé. Et nous pas de joindre d'informations, nous avons joint heureusement quelques sponsors qui t'ont aidé nous et nous fait enquête ça avec Bride. Nous faisons échantillonnage, nous pas dit que c'est exact, mais nous avons fait Bride confiance sur le choix de l'échantillonnage. Donc nous faisons sur à peu près 1800 familles. Et à partir de là, nous venons joindre un taux de croissance pour Pétionville de 6,5%. Qui est le taux de croissance le plus élevé du pays. Pour les 9 dernières années, et ceci en 2014. Et sans que nous puissions gagner des statistiques encore plus récentes, nous déjà senti croissance, c'est-à-dire depuis dans la rue, où est ça sous quantité de monde qui gagne marché devant aller bon marché Pétionville, et ou bien ou prend route La Boulon, route Frère, pour sentir comment il y a monde et de plus en plus de monde qui vivent dans la commune. Georges Lescaut, un recensement. Un recensement, oui, mais comme je me classe toujours en aval, parce que moi je suis un architecte d'opération, je fais des projets, et quand je vois ces chiffres alarmants, et je vois qu'il y en a eu d'autres avant, et on se dirige à avoir de nouvelles données, mais tout ceci est pour une application. Maintenant, est-ce que nous sommes prêts à l'application? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir ces nouveaux chiffres pour les appliquer confortablement et créer maintenant cet urbain que nous attendons tous,
Et nous avons, comme je dis toujours, nous avons, entre guillemets, cette chance d'avoir pu pousser la roue au bout des choses, et nous ne pouvons avoir de référence aujourd'hui par rapport à ce qui a été fait ailleurs, parce que nous avons dépassé les limites de certains paradigmes qui existent autre part, et nous avons, moi je dis, la chance de créer quelque chose de nouveau, et comme certains se plaisent à dire, je parle des plus âgés, et nous sommes toujours en avance par rapport à certaines crises mondiales qui affectent le monde, et nous avons la possibilité d'implémenter quelque chose de nouveau par rapport à ces dernières données. Et je disais tout à l'heure, un des constats les plus criards aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons plus faire l'économie des techniciens, que ce soit partout dans la trame générale. Dois-je lire l'optimisme dans votre lecture? Je suis quelqu'un de foncièrement optimiste. On peut voir ça. Et je peux dire que ma réussite professionnelle est basée sur cet optimisme. Et je peux dire qu'aujourd'hui, et ça m'a ramené à ma jeunesse, où j'entendais certains plus âgés optimistes parler, et je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Et quelqu'un ne va pas me comprendre aussi de mon optimisme, de ce qui arrive à Haïti aujourd'hui. Parce que ça bouge, comme je disais à des jeunes l'autre jour, ça bouge partout dans le monde. Et ça bouge en Haïti. Et l'incertain est dans le monde aussi, pour la jeunesse, et l'incertain est en Haïti. Mais nous savons que quelque chose va émerger. Et nous sommes, moi, je me tiens toujours prêt, et je disais encore que c'est ce qui me tient jeune à produire, à penser, à réfléchir pour créer mieux. Et je pense que c'est un foyer important, mais nous devons savoir que nous avons une jeunesse qui est là, en attente, et qui a choisi de faire tel métier ou tel autre, et que si nous avons une projection pour changer les choses par rapport à ces chiffres que nous allons recevoir, il faut déjà penser à savoir quelle quantité de professionnels nous allons former pour absorber ces changements. Tout à fait. Mais nous mettons un pile important sur données. Sans données, on ne peut rien faire, c'est le point de départ. Et Georges explique nous là, si nous avons des données, on ne peut pas appliquer, c'est rien faire. Maintenant, comment influencer? Qu'on a fait presque une carrière dans ça, ou intégrer dans CUSM, c'était, prends exemple, dans ville pour reproduire dans d'autres communes. Est-ce que nous voyons que l'INFIN fait donner ça? Quelle importance sur Baye? Bon, moi, un petit peu partagé point de vue, Georges, dans la question de l'utilisation des données. C'est très important. On ne peut pas planifier sans données. On ne peut pas évaluer une situation sans données. On ne peut pas voir les tendances sans données. Donc, c'est extrêmement important de les avoir. Ceci n'empêche pas qu'on peut avoir des données et ne rien en faire. C'est sûr. Et c'est un petit peu le constat que l'on fait et qui en est sorti aussi de l'entrevue que vous avez eue l'autre jour avec Rosemée et il y a des données, elles sont peut-être pas toujours fiables, elles sont peut-être anciennes. Il y a des normes qui existent, elles sont peut-être anciennes également, elles ont besoin d'être modernisées. Il y a tout un outillage, des instruments qui ont été mis en place tout le long de notre histoire et qu'en réalité, nous n'appliquons pas. Donc, il y a un problème d'application. Donc, c'est vrai que nous allons avoir de nouvelles données, mais sans la volonté de les appliquer, de les interpréter, de les comprendre, nous n'allons pas très loin. En réalité, qu'est-ce que nous voulons faire avec ces données? Nous voulons un développement durable et nous voulons de meilleures conditions de vie pour notre population. C'est ça l'objectif. On pourrait dire que c'était moins grave lorsqu'on avait moins de personnes et ne pas faire rien avec eux, mais qu'on y allait là, croître à rythme que le peut aller à ne pas faire rien avec eux, c'est très dangereux quand même. C'est explosif, moi je dis. C'est explosif. Croissance démographique et en même temps, nous gagnons changement climatique. Nous avons pile comme pour faire infrastructure et il y a un gros danger, inondation, cyclone, tremblement de terre. La nature, parfois, nous demande des comptes. Comment arriver à gérer tout ça? Cette croissance démographique trop forte
avec le manque d'infrastructures, les services publics? Ça m'a rappelé une des dernières émissions que vous avez faites, où vous faisiez allusion à la possibilité de construire en hauteur. Ouais. Et c'est possible en Haïti? C'est possible, tout est possible. Les architectes que vous êtes. Mais justement, il y a la nature. Il y a le sismique, et il y a les inondations, il y a l'assainissement. Parce que on parle population, il faut amener l'eau et il faut traiter l'eau. Ça veut dire qu'il faut créer quelque chose qui puisse se suffire à elle-même et être capable de digérer ce que nous allons et donner à cet espace. Nous parlons de la nourriture et nous parlons de l'eau et nous parlons maintenant de l'assainissement. Mais tout ça, ce sont des intrants encore qui doivent inventer quelque chose de nouveau. Nous avons un grand défi. Je prends Port-au-Prince. Port-au-Prince démoli, on parle agriculture, on dit on fait des recherches pour voir comment développer l'agriculture et mettre les gens ensemble pour les petits lopins de terre, les héritages qui se font, etc. Mais en infrastructure, c'est la même chose. Nous avons plusieurs propriétés, nous avons des défis à relever et nous avons de l'investissement à faire. Et nous avons à capter ces ressources. Et maintenant, il faut qu'on apprenne à se mettre ensemble sur tout projet. Et savoir que ce que l'on voit en architecture, tout le temps je fais la blague, quand on regarde un espace, ce que l'on voit, il y a plein de choses derrière. Il y a l'électricité, il y a la climatisation. Mais quand on regarde un bâtiment, il y a plein de choses derrière. Quand on regarde une ville, il y a plein de choses derrière. Est-ce que vous dites que les architectes regardent l'espace différemment d'un économiste ou encore d'un médecin? Est-ce que nous voyons que nous-mêmes nous ne pouvons pas avec les yeux de mortels, si je peux parler ainsi? Exactement. Ça veut dire que l'architecte, au-delà de l'esthétique et du savoir-faire de l'espace qu'il a, ok, mais il y a toute l'organisation de l'espace et la fonctionnalité de cet espace qui est important. Et l'architecte doit penser à tous ces détails. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres spécialistes qui se mettent en jeu pour pouvoir aboutir à ce tout. Mais il y a l'investisseur. Et l'investisseur, lui, il regarde coût d'investissement. Et maintenant, c'est le grand combat qui va encore produire quelque chose de dynamique. Et aujourd'hui, nous avons un plus grand défi. Nous devons loger du monde. OK? On vient de sortir un salaire minimum, etc. Mais nous devons, au-delà de créer un salaire minimum, créer du travail pour que ces gens puissent se loger. Et comment se loger? C'est tout ce processus. Et c'est pour ça que ces chiffres sont importants pour nous qui devons être les consultants pour ces investisseurs, ces consultants pour ceux qui bâtissent la ville, pour pouvoir engendrer une dynamique qui soit positive. Tout à fait. Et pour finir, en ce sens, tu as parlé d'agriculture. Mais agriculture suffisante. Mais on n'est plus à l'ère de dire, ah, est-ce qu'on va faire du riz suffisamment pour que... Mais les gens ont déjà dépassé ce stade. Maintenant, c'est comment nourrir et savoir le nombre de calories nécessaires aux individus et comment je vais lui procurer ces calories. Et maintenant, il faut changer même la façon de penser l'agriculture. Parce que la ville aussi peut être un apport. On parle de l'agriculture urbaine aujourd'hui. Voilà. La ville peut être un apport, okay, avec ses jardins verticaux. Au sommet, il y a des jardins verticaux actuellement, il y a des techniques qui se sont développées. Et il faut pouvoir inventer quelque chose qui soit adapté à notre réalité dans ce sens. Donc, un architecte, c'est quelqu'un qui invente, qui est créatif, c'est tout ça dans votre espace en quelque sorte. Qui aide à l'invention. Parce que, comme je dis souvent, un architecte, dans sa création, peut faire qu'un technicien, un ingénieur, invente une structure capable de répondre à ce besoin, qu'un professionnel de l'eau puisse inventer un système hydraulique capable d'être performant par rapport à telle chose, et ça crée cette dynamique. Et c'est pour ça que, quand je regarde cet investissement qui est fait dans la ville par les édifices publics qui sont construits actuellement, l'impact sur la jeunesse, on ne le ressent pas. On ne le ressent pas par rapport aux besoins de formation. Moi, j'essaie de voir dans quelques années quel héritage je vais recevoir de ces jeunes professionnels qui auront fait ces bâtiments, qui auront participé à la construction de ces bâtiments. Mais il n'existe pas.
parce qu'on n'a pas mis en place ce que à ma génération on avait fait quand on construisait les routes du Nord, les routes du Sud, etc., où il y avait le stage obligatoire avant son diplôme d'aller dans les routes et de faire cette expérience. Maintenant, nous avons l'occasion de former notre jeunesse dans ces bâtiments, quelle que soit la discipline, pour qu'on ait un héritage après 2 ans, 3 ans de gens performants capables de nous aider à mettre en place. C'est tout un tout. Yes. Nous allons prendre une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Et je vais demander qui différence il y a entre ingénieur avec architecte, parce que nous ne sommes pas initiés, mélanger paroles. Et c'est très important pour nous faire différence là. À tout à l'heure pour la deuxième partie de l'émission. Groupe Croissance ak partenaire qui c'est Banque de la République d'Haïti ak Profin a annoncé 9e édition sommet international finance là ak 4e édition FinTech Finance et Technologie qui a fait sorti 22 pour arriver 27 avril 2019 dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Année ça, thème sommet c'est financer agritourisme en Haïti qui représente le principal secteur économique là actuellement dans les Caraïbes là. Secteur touristique là, c'est plus gros outil pour relancer l'économie nationale là. Pas oublier, gros rendez-vous annuel sous finance haïtienne a fait du 22 au 27 avril 2019 côté BRH avec BNC pour célébrer 40e anniversaire et Groupe Croissance 25e anniversaire. N'a pas rappelé que conférence internationale sous microfinance là a fait mardi 23 avril et puis FinTech là le 26 et 27 avril 2019. Groupe Croissance partenaire nous pour tout le temps. Mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, vous bénéficiez 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler l'obligation BRH. Vous entendez parler de l'obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour pipiti, 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, cap rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année, ça bon net, oui. Et puis son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos machins. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mis un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos machins. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Vous avez besoin dans toute banque à toute coopérative qui dans la fédération et dans l'autre institution financière. Eh bien, avec l'obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou pin pas les Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites 1 année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans manque, l'op c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h, le 100.1 FM, et le dimanche soir, 7h, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. On a continué avec série là, on a parlé de démographie, recensement et problèmes de réseau, d'infrastructure en quelque sorte. Babli et nous, non? Différence entre ingénieur avec architecte. Le grand public pense que ingénieur c'est l'architecte là, donc est-ce qu'il y a une différence réelle nous-mêmes qui la métier? C'est pour ça qu'il y a les noms, déjà, qui différencient. Éduqué. Et l'ingénieur a reçu, il y a différents types d'ingénieurs, il y a différentes disciplines. Il y a l'ingénieur civil, l'ingénieur structure, il y a des ingénieurs mécaniques, il y a plusieurs disciplines
dans le métier d'ingénieur, c'est une pensée, c'est une façon de penser, c'est une structure de métier tout à fait différente de l'architecte. L'architecte, lui, c'est le concepteur d'espace, c'est le spécialiste d'espace, si on veut, et de l'intégration de l'homme dans son environnement. C'est pour ça que, et quand on parle d'urbanisme, parce qu'on est des architectes urbanistes, quand on parle de concept, et en électronique, on parle d'architecture électronique, comme je disais, quand on parle... c'est un terme qui rentre dans toute structure de la pensée pour l'intégration de l'homme à quelque chose. Et c'est ça le métier d'architecte. Et c'est pour ça, dans certains pays, l'architecte est au sommet de la pyramide, dans le sens qu'il conçoit l'idée, qui va se développer par rapport à différents professionnels et techniciens qui vont concrétiser cette idée et par rapport à leur discipline, etc. Mais l'architecte est celui qui suit le projet de sa naissance à son aboutissant, sachant qu'il respecte ce qu'il avait conçu et l'intégration surtout par rapport à l'environnement. Je prends un exemple très particulier par rapport à ce qui nous arrive dans la ville. Okay? Je faisais la réflexion récemment, où on parle d'architecture, l'architecture haïtienne, l'intégration, etc. Nous remarquons que nos constructeurs ont créé une architecture que nous retrouvons sur la route de Carrefour, route de Delma, Lalu et Cité Soleil, et on s'y perdrait, dans le sens que si on se bonne les yeux et puis on arrive à Cité Soleil ou à Carrefour, on ne sait pas où on est, si on est à Delma et même dans une partie de Pétionville. Ça montre comment l'architecture dans l'anarchie, peut-être que nous avons, peut influencer les hommes que nous sommes dans la ville aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi je fais partie de la génération des jardins. Pourquoi j'appelle ça la génération des jardins? Quand j'étais jeune, quand je circulais dans la ville, je voyais de beaux jardins à l'intérieur des maisons. Et maintenant, nous avons créé, après 1988, la génération des couloirs, où les gens circulent dans des couloirs, ils traversent Péguiville dans des couloirs, ils sont dans la ville dans des couloirs. Et nous avons cette génération et nous avons cette rupture entre générations. Et c'est ça, notre réalité aujourd'hui. Donc la pratique nous donne une théorie que nous, mais ça nous projette qu'on y a là. Est-ce que, là, ça me bien comprendre, là, l'architecture est beaucoup plus stratégique et les ingénieurs sont beaucoup plus opérationnels? Il y a quelqu'un qui pense et il y a quelqu'un qui va faire l'opération? Non, je ne suis pas d'accord. Non, je pose la question. L'architecte est aussi très opérationnel. Ah bon? Et vraiment, il joue un rôle, non seulement il conçoit, il aménage, mais il fait la coordination et de tous les corps de métier, en réalité. Et lorsqu'il a fini de concevoir, il travaille avec l'ingénieur structure, il travaille avec l'ingénieur électrique, la climatisation, la mécanique. Chacun travaille d'une manière générale indépendamment et lui, il va faire l'assemblage de tout ça. Il va travailler avec eux, il va coordonner pour que tous ces corps de métier s'intègrent dans le produit conceptuel qu'a fait l'architecte. Parce que souvent, ce qui arrive, et c'est pourquoi je dis parfois il y a des conflits, l'ingénieur civil, par exemple, ou surtout l'ingénieur structure, voit toujours la question du point de vue de la solidité, de la résistance, qui sont extrêmement importants. On n'a pas... C'est pourquoi nous travaillons avec eux d'ailleurs. Mais l'architecte prendra en compte des paramètres souvent différents. La lumière, la qualité de vie, la qualité de l'espace, le symbolisme que peut exprimer cette architecture et le milieu ambiant. Donc, tous ces paramètres ne sont pas nécessairement pris en compte par ces ingénieurs qui restent davantage un peu dans leur domaine. À quelques exceptions, hein. Il y a des ingénieurs qui sont formidables, qui arrivent justement à tenir compte de tous les autres paramètres et arrivent à créer un dialogue avec l'architecte pour avoir un produit de qualité. Tout à fait.
En retournant à l'affaire démographique, nous, c'est très important quand même. Qu'est-ce que ça veut dire, Georges, que mairie tu as supposé un bureau, et pour moi, un bureau que tu as supposé plus important, c'est côté ingénierie. Qui peut aller bailler ville là, qui peut aller bailler espace là, et pour l'influencer, même les ingénieurs, les architectes qui peuvent faire des travaux individuels, c'est eux pour faire la grande réflexion. Mais comment? Qui image? Qui vient dans telle ville, dire, je te dis à l'heure, ça c'est telle zone, mettre ouvert les yeux, m'a dit c'est quoi c'est la mienne. Est-ce que quel est le rôle de l'architecte, de l'urbaniste au niveau du bureau ça dans la mairie? Tu as pris au piège de la réflexion aussi, je veux dire, la mairie à côté ingénieur. La mairie est l'essence même de la ville. Ça veut dire que dans la mairie se trouve l'architecte, l'ingénieur, l'urbaniste. Ça veut dire que c'est un tout qui est à l'intérieur. Excuse-moi, se trouve ou devrait se trouver? Non, bon. Ça devient quelque chose de normal. Je parle de ce qui aurait dû être. Voilà. Okay? Mais c'est pourquoi je parle positivement dans ce sens, c'est parce que il faut que dans une mairie, les gens se retournent et cherchent leur architecte, cherchent leur ingénieur, cherchent leur urbaniste. Et maintenant, avec la géolocalisation, il faut quelqu'un à l'intérieur qui puisse archiver la ville. Parce que la géolocalisation permet d'avoir des renseignements pointus sur l'évolution de la ville. On revient aux données, les big data. Voilà. Et si une mairie ne peut pas avoir ce tout, elle devient infonctionnelle parce qu'elle n'a pas les informations pour agir, les directions à donner à ces projets. Parce qu'il faut un brainstorming qui se fait régulièrement sur les problèmes rencontrés et sur les solutions à apporter. Mais quand on prend la mairie dans la ville, on remonte une échelle plus haut, on a le département et ensuite on a la gouvernance. Et il faut une chaîne qui puisse relier tout ça et avoir une politique qui puisse se dégager. C'est comme je disais tout à l'heure, quand on parle de ces bâtiments qui sont faits, on parle chiffres. Ça coûte combien? Qu'est-ce que je vais gagner? Oui, on a donné à des étrangers. Certes, oui, on a donné à des étrangers. Ils ont le savoir-faire. Et ça nous coûte meilleur marché que si on avait donné à des Haïtiens. Mais on ne parle pas de coût, on parle de politique. On va vers quoi en utilisant cela? On va vers... Et c'est ça, c'est cette habitude de dialogue que nous n'avons pas, interhaïtiens et professionnels de niveau, dans tous les échelons, que ce soit à partir de la gouvernance générale jusqu'à la mairie et alors même au plus bas niveau de la hiérarchie qui devrait avoir, je disais tout à l'heure, on ne peut pas faire l'économie du professionnel en Haïti aujourd'hui. Et nous devons les former et on ne peut pas faire l'économie. Elle a coûté trop cher, soi-disant cher. Il y a des mauvais... Tu parlais de construction tout à l'heure, ok? Tu as fait... l'ingénieur s'occupe de la construction, l'architecte, non. Être entrepreneur, on n'a pas besoin d'être ingénieur pour être entrepreneur. Il faut être un leader pour être entrepreneur. Les ingénieurs ont leur place dans la structure parce qu'ils ont leur connaissance. L'architecte a sa place par rapport à sa connaissance. Tu sais que quand tu fais un bâtiment, on parle de bâtiment en hauteur, il y a deux choses. Il y a étudier le bâtiment avec les logiciels et toute la technologie nécessaire pour avoir un bâtiment correct. Il y a faire ce bâtiment, il y a superviser ce bâtiment à l'exécution, ok, par ces différentes entités. Et il y a la livraison du bâtiment pour le vécu de ce bâtiment. Tu sais qu'un entretien d'un bâtiment, parce que j'ai fait des expériences de bâtiment dans ce pays, tu dois réinvestir ton coût d'investissement pour l'entretien de ce bâtiment. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'au jour 1, je vais réinvestir parce que le poignet est resté dans ma main, la vitre est cassée, etc. Non, c'est pour ça que toute la structure de mise en place qu'on a mis pour la supervision, etc., fait que ce coût sera fait sur 20 ans, ou sur 10 ans, ou sur 5 ans, selon la structure mise en place pour exécuter ces travaux. Et des fois, je suis effrayé
de voir des bâtiments qui sont construits dans la ville. Et je demande, quelle est la firme qui supervise ce bâtiment? Qui a fait? Non, c'est un investissement, j'ai fait mon investissement, ça m'a coûté meilleur marché, etc. Mais les conséquences sont à suivre. Tout à fait. Mais la gestion des bâtiments. L'entretien. N'a pas son bon building dans la ville là, est-ce qu'on a pas géré? Et international là qui est dans ce bon building là, mais il pas bien comme entretien. C'est pas. Et comme nous pas une culture pour gérer le gounia là, après bâtiment tombe écrasé là bon. J'ai un point, oui. C'est pas l'international non qui nous donne les buildings. C'est l'État haïtien qui fait ces buildings. L'État haïtien a un accord par rapport à la dette qu'on a enlevé pour nous, mais c'est l'État haïtien qui fait ces bâtiments. Ce n'est pas l'international qui fait ces bâtiments. L'argent vient de l'international. Le financement, je vous dis. Le financement. Mais il n'y a aucune imposition de l'international sur les bâtiments que nous créons. Ça veut dire que notre réalité aujourd'hui, c'est que comment je vais me servir de ces bâtiments pour servir de levier pour pouvoir assurer un avenir. Je ne comprends pas qu'on parle entretien, qu'on parle bâtiment et que j'ai des jeunes qui partent au Chili. Ça n'a aucun sens. Tout le contraire. Pour les utiliser comme ressources. Ce sont des ressources qui sont prêtes à recevoir ça. Mais nous regardons encore l'aspect Pétionville là, qui croît en rythme de 6%. Est-ce que le bureau occupé de génie municipal là, a donné ça, et pour le connaître, si la population croît en rythme de 6%, pour qu'il y ait une demande pour de l'eau, pour qu'il y ait une demande pour l'électricité, donc tout le réseau. Donc comment il recevoir l'information ça, et comme il a si bien dit, quelle application? Et quelle est la politique de la ville? Quelle est la politique de l'eau? L'ensemble des politiques publiques, comme je l'ai si bien dit. On pratique là, je ne suis pas très optimiste, justement. Et je pense que lorsqu'on parle de Fort Catlin-Rebat dans tous les sens. Ça veut dire quoi? Il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de vision, il y a un problème de compétences, et il n'y a même pas... Et les conflits, je pense qu'il y a de véritables conflits sociaux aussi, qui sont tels qu'ils empêchent de voir ou de faire même les bons choix. Je prends le cas de Pétionville. Ça fait plus de 20 ans au CISM que nous offrons gratuitement nos services. Nous avons chacun d'entre nous nos activités professionnelles. Nous ne vivons pas du CISM. Au contraire, nous donnons notre temps à cette organisation. Nous essayons d'être à l'écoute des problèmes. Nous essayons de voir comment trouver des solutions. Et le plus souvent, nous les apportons à la mairie et autres. Pas pour être classé, je suppose. Le plus souvent, ça n'apporte rien. Il n'y a jamais de suivi. Vous embêtez. Les gens vous demandent, est-ce que vous venez avec de l'argent? En réalité, ce qu'on attend de vous, c'est le projet réalisé. C'est-à-dire, vous parlez de zonification, vous parlez des espaces publics, vous parlez de sanitation, vous demandez, mais est-ce que vous allez faire la place? Est-ce que vous allez l'exécuter? Avec combien d'argent vous venez? Mais nous n'avons pas ces moyens. Mais par contre, ce que nous attendons de la mairie, c'est cette réflexion. Que voulons-nous? Qui ville nous voulons? Comment nous prenons faire? Qui priorité? Il faut aussi avoir une politique qui tienne compte de nos ressources tant humaines que nos ressources économiques. Nous pouvons dessiner une ville de rêve. Mais avons-nous les moyens de cette politique? Donc, il faut définir les priorités. Il faut qu'au moins les gens se rencontrent. Et nous avons fait, il y a 2 ans, nous avons essayé de sensibiliser les gens sur ce qu'on appelle la participation citoyenne. Essayer de voir comment, à l'intérieur des mairies, on peut avoir des espaces où la mairie prend des décisions, elle va investir, elle va faire des projets, qu'elle informe la population, que nous discutons, est-ce qu'elles répondent, est-ce que ces projets répondent à nos besoins, est-ce que c'est la priorité du moment? Ces questions ne sont abordées
nulle part. Ça n'intéresse personne. Janine Millet, Georges Lescaut, nous invités pour débattre de ce sujet extrêmement important, à savoir à qui rythme n'a croître et est-ce que nous avons mis espace là en condition pour le recevoir. Nous avons proposé dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Groupe Croissance ak partenaire qui c'est Banque de la République d'Haïti ak Profin a annoncé 9e édition sommet international finance là ak 4e édition FinTech Finance et Technologie qui a fait sorti 22 pour arriver 27 avril 2019 dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Année ça, thème sommet c'est financer agritourisme en Haïti qui représente le principal secteur économique là actuellement dans les Caraïbes. Secteur touristique là, c'est le plus gros outil pour relancer l'économie nationale. Pas oublier, gros rendez-vous annuel sous finance haïtienne a fait du 22 au 27 avril 2019 côté BRH et BNC pour célébrer 40e anniversaire et Groupe Croissance 25e anniversaire. N'a rappelé que conférence internationale sous microfinance là a fait mardi 23 avril et puis FinTech là le 26 et 27 avril 2019. Groupe Croissance partenaire nous pour tout le temps. 7% mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, Sans régler comme ça même, pas voir du tout. ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entendait parler de obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour PPT, 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement ma jeune produit ça? Ou avez dans toute banque yo, ak toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. 7% mettez pour mettre. Les campés bas côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans man, l'obs client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous sommes arrivés à la troisième et la dernière partie de l'émission. Pas oublier son série que lié dans la 5e émission. Maintenant, on pose des problèmes en termes de le vert versus le gris. La nature, tu as parlé de, ou même dans la période de la cour, si nous regardons comment la caillou était faite, tu as un espace devant, tu as un pied bois. Aujourd'hui, tu as bien dit, c'est une réalité que tu as développée. C'est la gris à ciment. Comment rechercher cet équilibre? Parce que nous connaissons que changement climatique là, Haïti fait partie de l'un des pays parmi les 5 côté que désastre naturel lui fait plus de dégâts. Donc comment vous comme ingénieur vous allez assurer cet équilibre parce que vous parlez de résistance là, résistance matérielle là oui, mais résistance humaine parce que les balles à craser, mon victime perdu l'argent, il a appauvri. Donc comment qui est l'ingénieur à gagner dans ce sens pour protéger mon à travers cette résilience? Bon, c'est clair que la capacité de l'ingénieur de calculer les structures qui puissent résister aux séismes, aux inondations, l'exposition au soleil, etc., tout ça est contrôlable par des professionnels. Ça veut dire que quand tu vas en Chine
ou au Japon, Au Chili. On vous dit vous êtes mieux logé au 30e étage de tel immeuble que si vous étiez dans une petite maison. Parce que l'immeuble a été calculé pour résister, etc. Okay. Mais j'aime faire la boutade. J'ai été au Nicaragua il y a des années de ça, et puis je rentre dans la ville et je vois que des arbres. Je suis dans la capitale, je ne vois que des arbres, et je vois un seul bâtiment. Je dis, mais pourquoi il y a un seul immeuble? Il dit, oui, c'est le Parlement qui est là, parce que nous avons eu un séisme ravageur, et on a pu sauver ce bâtiment, et c'est le Parlement qui se trouve dans ce bâtiment, et il y a une loi qui est sortie, on ne bâtit pas plus de 3 étages. OK? Pour des raisons économiques, pour ne pas... bon, ils ont un territoire beaucoup plus grand que le nôtre, mais ça a été la loi. Et j'ai souri ce jour-là en disant, bon Dieu, quand j'y ai pensé, c'est que avant le séisme, on n'avait pas autant d'immeubles actuellement. Ça veut dire que, et ce sont des immeubles sécuritaires, ça veut dire que nous n'avons même pas, au lendemain de cette catastrophe, pris des décisions par rapport à ce qui s'était passé. Ça veut dire que aujourd'hui, quand on regarde la trame de comment on est sorti de cette émotion et comment on recommence à construire comme avant et comment on ne fait pas un rapport par rapport à l'investissement et la solidité de ce qu'on a, etc. Ça veut dire que c'est le rôle des professionnels d'aller dans ce sens. Et c'est pour ça que construire un bâtiment est sécuritaire tant qu'il est fait par des professionnels et qu'il suit les étapes nécessaires. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune crainte en ce sens. Maintenant, la verdure, on vient de parler d'urbanisme, maintenant de verdure qui se crée à travers le monde, etc., par rapport à cette nouvelle réalité. On parle de jardins, toitures, etc. Mais moi, je dis, dans la vie, nous avons 2 espaces extraordinaires pour recréer quelque chose. C'est Canaan et Port-au-Prince. Ça veut dire que... Oh non, tout le contraire. C'est le moment. Un urbaniste, vous lui donnez un terrain vide, il va faire son rêve. Un architecte, un urbaniste, un professionnel a besoin d'intrants pour pouvoir implémenter quelque chose, pour pouvoir inventer quelque chose, pour pouvoir intégrer quelque chose. Tout le contraire, c'est le moment de faire de l'urbanisme, de ne pas laisser aller vers des directions que nous ne contrôlons pas. Parce que on ne s'arrête pas, le peuple ne s'arrête pas. Il bâtit, il construit l'étage. Par exemple, on dit qu'à partir de R+4, il faut mettre un ascenseur. Ce sont les normes en France, au Canada. En Amérique latine aussi. En Amérique latine. Mais en Haïti, on fait du R+12 sans ascenseur. On fait tu vas au canapé vert. On fait du sport. Va au canapé vert, regarde le bidonville. Comment les gens montent. Bon, je l'appelle bidonville. Moi, je l'appelle la construction anarchique. Mais c'est de la construction en hauteur. Oui. OK? Ça veut dire que nous devons nous adapter à quelque chose de nouveau que nous faisons en reprenant des intrants, n'allant pas dans le livre à la page 25, on dit qu'il faut ceci, qu'il faut cela. Il faut qu'on crée nos normes, il faut qu'on crée nos habitats, et il faut qu'on crée quelque chose de nouveau dans ces espaces qui évolueront dans le temps. Mais il faut faire quelque chose aujourd'hui. Il ne faut pas traverser au 21e siècle du Canada ou des États-Unis, mais au 21e siècle d'Haïti. Millions font qu'à pratique. Et 60-70, l'autre campé, place Saint-Pierre, ou garder le verre. La réalité, c'est que après tant d'années, ça passe un bail qui est bien simple. Il y a une forte demande, les 6% de croissance, qui fait que c'est cas y a pété en jalousie bonne. Supposez que on mérite après pour coûter, ça n'a pas dit dans ces USM. Il a dit bon, font expérience, architecte, ingénieur, refaire zone ça pour nous, il y a une bonne possibilité pour nous refaire. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de différent? C'est faisable. Pas seulement les couleurs pour nous peinturer mieux? Non, c'est faisable. C'est faisable. Ça va demander certainement des démolitions. C'est pourquoi il est toujours plus facile. Est-ce que les gens vous disent, faut nous effacer jalousie, faut nous effacer et toute bidonville qui fait sous mon nom? C'est pas possible. C'est idéal pour nous effacer. Parce que pas je me non. Par contre, il y a des interventions qui peuvent être faites pour améliorer les voies de circulation, pour répondre à une série de besoins qui sont
réel. Ça veut dire si aujourd'hui il y a un incendie dans cette zone, il faut qu'un camion pompier puisse arriver. Si quelqu'un a une urgence, il faut qu'une ambulance puisse arriver. Donc il y a quand même une infrastructure routière à mettre en place. Il y a des réseaux d'eau potable au moins à mettre en place. Évidemment, comme je suis un peu... comme Georges avait dit, il faut des solutions haïtiennes et selon nos moyens. Il se pourrait que nous n'ayons pas les moyens de mettre un robinet d'eau potable dans chaque maison, pour le moment. Mais nous pouvons avoir des fontaines. Nous pouvons avoir des... Comment appelle-t-on ça? Ces bassins collecteurs d'eau qui puissent alimenter par gravité ces quartiers précaires. Donc, il y a des solutions. Les solutions existent. Il y a des professionnels qui se penchent sur ces questions et qui peuvent apporter des solutions. Mais il faut quand même une gouvernance, il faut une vision, il faut une volonté quelque part. Et lorsque je parle pas seulement des quartiers précaires, parce que Port-au-Prince, c'est un vaste bidonville. Tu parles d'espace vert. Si nous regardons des photos aériennes de Pétionville d'il y a 30 ans et des photos aériennes de Pétionville aujourd'hui, nous avons systématiquement coupé les arbres qui donnaient ce charme et cette qualité de vie à l'intérieur du centre-ville. Je ne parle même pas des quartiers qui ont été occupés de manière anarchique. Et les élites de Pétionville ont fait le choix de rentabiliser leur propriété. C'est avec la construction également. Donc, en construisant. En construisant, mais en construisant en ne tenant pas compte d'autres paramètres, tels que la qualité de vie, la verdure, la lumière. Il y a un tas de paramètres qui sont mis de côté. On ne voit que le côté rentabilité. Et le mètre carré. Le mètre carré. Alors, je pense que c'est ça la différence. C'est pas pour rien qu'il y a des villes qui sont plus agréables que d'autres. C'est ce que j'ai dit, le gris versus le vert. Exactement. Le gris, c'est ciment, vert. Je suis venue avec un article d'une architecte urbaniste qui s'appelle Amanda Burden, qui a été le chef du département de planification urbaine à la mairie de New York sous le mandat de Bloomberg. Elle a fait des choses extraordinaires à New York. Elle a décidé qu'il fallait prioriser les espaces publics. C'est pour elle la partie la plus importante. Dans une ville, il faut que les gens puissent se rencontrer. Il faut qu'il y ait une mixité sociale. Il faut que les gens puissent respirer. Les gens habitent des habitats qui sont parfois trop petits, trop denses, donc on a besoin d'espace. Espace public. Elle a fait ce choix avec l'accord de Bloomberg et ils ont investi. Et les résultats sont extraordinaires. Elle a fait le projet de Battery Park à Manhattan. Elle a fait la réhabilitation des places. Elle a fait ce qu'on appelle le line, cette récupération de cet ancien chemin de fer qui a été, on a mis du verre, des plantes. C'est magnifique comme projet. On peut aller se promener sur ces anciens rails, s'asseoir et regarder la ville comme un théâtre. On est au théâtre, on regarde les activités de la vie. Et c'est un choix. C'est une vision. Elle a peut-être emprunté quelques pages de génie, engineering, pour faire du social engineering. Exactement. Donc, c'est dit que relation et échange peut être fini en quelque sorte. Et c'est un choix. La finalité, c'est ça, quoi. Mais c'est une vision. Il faut avoir cette vision. Et je pense que souvent, il nous manque cette vision. Georges, je vais me tourner pas arrêter simplement sur ville, mais il faut me connecter ville tout, avec des routes. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect culturel? Pour qui ça que chaque fois, il faut une route pour éviter de passer dans une ville là, nous reconstruisons l'autre espace. Comme moi, c'est des gens qui me bail Tigouave, me bail Léogane. Et si je monte dans le nord, est-ce que le normal pas passer dans une ville, le temps que ça prend? Comment? Vous, comme ingénieur, ça ne dit pas ça. C'est extraordinaire. Je suis de pas poser des questions ça. C'est parce que j'ai mon fils qui est urbaniste. Et puis, je lui avais posé la question, etc. C'est partout pareil. Écoute, lorsque les États-Unis se sont développés, il y a eu les chemins de fer. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont regroupés autour des chemins de fer. Et ensuite est arrivé l'urbanisme pour régénérer. C'est la même chose. Quand on arrive avec une route,
et on ne fait que la route, il n'y a pas d'implémentation d'autre chose. Eh bien, c'est logique. Maintenant, il doit avoir 2 courses pour récupérer sa marchandise, parce que le camion ne veut plus rentrer à l'intérieur, pour pouvoir arriver avec sa marchandise qui va lui coûter plus cher qu'avant, pour qu'aller le vendre à tel endroit, etc. Soit il rapporte sa boutique sur la grande route, et maintenant, la personne vient se déplacer et vient acheter sur la grande route. Ça veut dire que c'est là oui, que je dis que nous ne pouvons pas faire l'économie du professionnel. Ça veut dire que quand on va faire une action, on dit qui doit intervenir. Ah oui, il faut le médecin, il faut l'architecte, il faut un ingénieur, il faut un urbaniste, il faut un géographe. Ok. Le pouls est fait, ok, on y va. Et voilà. Ça veut dire que la route doit traverser cette ville. Voici ce qu'il faut faire. Voici ce que nous devons faire pour que la route reste la route et la ville puisse se développer par rapport à ce nouvel intrant que nous avons rapporté dans cette ville. Parce que la ville vivait très bien sans cette route, ou bien vivait mal sans cette route. Mais quand vous apportez la route, et vous dites, ah, j'ai tout fait. Ah, j'arrive, je fais mon bilan d'année, je dis, bon, j'ai fait tant de kilomètres de route. Donc ça va avoir des conséquences, donc il faut prévoir. Et puis, je vais au-delà. Maintenant, nous entrons dans un processus, on parle urbanisme, on parle maintenant logement, on parle tout ce qu'on... J'ai suivi Mandela. On interviewait Mandela après son séjour au pouvoir, et puis il exprimait des chiffres extraordinaires de logements qu'il avait bâtis. Je ne me rappelle pas du chiffre, je ne vais pas l'annoncer, mais il a donné un nombre énorme. J'ai dit, waouh, il a fait tout ça. Et il y avait plusieurs autres ministres qu'on interviewait, et puis le ministre équivalent des travaux publics, il disait, oui, nous avions tant de milliers de logements que nous avons fait, mais nous avons pu obtenir 30% de permis d'habiter. Effectivement, les logements ont été faits, mais il y a eu le permis d'habiter parce qu'il faut voir s'ils sont intégrés par rapport à... Ça veut dire que je vais à la plus petite partie de ce que nous parlons, qui est le logement. Il y a un processus qui amène plusieurs entités avant de le donner à l'utilisateur. Ça veut dire qu'il faut qu'on sache qu'on ne peut plus rester comme ça. Il faut qu'on arrive à savoir que nous devons créer du travail dans ce pays et nous avons énormément de choses à donner et à faire. Et nous aurons alors des interlocuteurs étrangers par rapport au financement qui comprendront, ils ont compris. Et ils diront, je mets l'assiette. On va terminer avec Port-au-Prince, projection 2030. Ou gagne une étude qui fait là, qui dit qu'il y a 5 millions de gens qui sont sortis, Gressier, passant par Carrefour, traverser Port-au-Prince, bien sûr, Pétionville, le grand espace là, la grande zone métropolitaine de Port-au-Prince, qui serait un étalement urbain. Comment vous pensez que nous allons déplacer la mobilité qu'il va y avoir si nous pas ajuster avec cette croissance démographique pour cette zone? Le panorama qu'ils ont dessiné est franchement effrayant, ça fait peur. Effrayant, mais c'est vrai. Nous nous dirigeons vers cette réalité. Je crois qu'elle est déjà à nos portes, nous la sentons. Et rien n'est fait. C'est ça le problème. C'est que l'autre jour, je crois que Rosemary a dit, nous ne sommes pas uniques au monde. Ces problèmes-là, beaucoup d'autres pays les confondent. Mais il y a des réflexions qui sont faites, il y a des tentatives qui sont faites. Parfois, elles échouent, mais on voit qu'on a un essai qui a été fait. Ici, c'est la politique du laisser-grainer. Jean Venir, n'importe qui veut se déclarer aujourd'hui docteur et docteur, il se déclare ingénieur. Il est ingénieur, il veut construire un immeuble de 10 étages sans avoir jamais fait appel à un ingénieur de structure, alors qu'on parle de sismicité élevée dans la ville de Port-au-Prince. C'est incroyable, mais c'est... maire également. On veut être président, on veut être sénateur. Et lorsqu'on dit, mais pourquoi vous êtes maire, vous n'avez pas réalisé, je n'ai pas les moyens. C'est vrai que vous n'avez pas les moyens. C'est vrai que les mairies sont dépourvues de tout. Mais au moment de prendre le job, on le sait. Donc, qu'avez-vous prévu pour augmenter vos ressources à ces défis, à ces choix qu'allons-nous faire? Et
vraiment, si nous ne faisons rien, nous ne voyons. Le CISM avait quand même une position après le tremblement de terre. Investissez en dehors de Port-au-Prince. Parce qu'il faut quand même ralentir cette croissance. Je pense qu'il faut, elle ne peut pas continuer. Et cette croissance n'est pas due seulement à des questions de natalité, elle est due surtout à une question de migration. Oui, c'est sûr. À une question de migration. Ah, oui. Donc, il faut retenir les gens au CAI, il faut retenir les gens à Jérémie, il faut donc investir dans ces régions. Et pour vous donner raison, le taux de fécondité au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, 2,1. La grandeur, 4 points. Donc ça vous donne une idée, cette pression migratoire. Mais on va laisser la parole pour terminer au plus optimiste du panel. Oui. Monsieur l'optimiste, qu'est-ce que vous voyez pour 2050, la grande boule cristal là? 2030, oui. Tout à l'heure, je disais que ça va, si on continue comme ça, on ne va pas arriver à 2030. Ça veut dire qu'on ne pourra pas circuler avant 2030, si on continue comme ça. Ça veut dire qu'il y a de grandes décisions à prendre par rapport à... Maintenant? Oui. Maintenant. Il y a de grandes décisions à prendre urgemment ici. Mais des fois, ça fait peur quand on dit qu'il faut réguler le transport public, il faut créer d'autres moyens de transport, etc. Notre économie est basée sur le petit motocycliste qui fait des relations économiques, etc., le chauffeur de camionnette. Mais les gens ne réalisent pas, même si on implante tout ce qu'on va implanter sur les 10 prochaines années, si nous mettons au travail de faire ces réseaux, interconnexion de zones, ça ne va pas changer. La quantité de motocyclettes qui roulent, tout contraire, ça va augmenter. Elle sera toujours là, ils vont toujours exister. Ce n'est pas une baguette magique. Ce que nous voulons éviter, pourquoi je dis que nous n'attendrons pas 2030, ça veut dire le nombre de motocyclettes est exponentiel, comme on vient de parler de la naissance et de tout ça, etc. Ça veut dire que vous n'avez qu'à voir, ça se voit chaque jour, la quantité en plus de motos qui existent. Frappez une motocyclette pour voir si en quelques secondes, vous en arrivez à en avoir une quarantaine autour de vous, etc. C'est une réalité. Et nous n'allons pas attendre 2030 pour la ressentir. Moi, mon optimisme, elle est faite de deux choses. Ça veut dire qu'il faut former, etc. Mais mon optimisme est basé sur ceux qui ne voient pas. Ils voient aujourd'hui. Ce qui se passe dans la ville, comme je disais, on est bousculé par des affaires politiques ces jours-ci. Mais par rapport à une réalité urbaine, ils le voient et ils le sentent. Mais il faut qu'ils trouvent des solutions. Et ces solutions-là permettront à la ville de respirer et aux politiques aussi de respirer. Janine Millet, Georges Lescaut, merci d'avoir voulu partager la connaissance avec nous. Merci. Merci bien. À la semaine prochaine.